Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on ouvre cette émission par une page de notre actualité francilienne. Notre dossier du jour est consacré à la ZTL à Paris. 2 semaines après son entrée en vigueur, la chasse aux voitures continue et s'intensifie dans les arrondissements du centre de la capitale où les automobilistes sont persona non grata. Beaucoup critiquent le manque de lisibilité de cette mesure qui vient permettre celle du stationnement à Paris, de la ZFE ou encore de l'âpre lutte contre les SUV, la ZTL. Alors comment ça marche? Quelles conséquences pour les automobilistes, les riverains ou encore les commerçants? La réponse dans 1 minute avec nos invités. En culture, un blind test poétique avec le spectacle Tu connais la chanson, sur les traces de la chanson française et de son répertoire incontournable, les paroles au centre de tout, la preuve tout à l'heure. Le lundi, les secrets de notre histoire d'Île-de-France. Cette semaine, on vous parle du musée du Louvre puisqu'un 18 novembre, le plus beau musée du monde ouvrait ses portes au public. C'est le cas aujourd'hui, vous le savez, on découvre ça tout à l'heure avec Brandon Moret. C'est parti. Lundi, il y a 2 semaines, entrait en vigueur la ZTL parisienne, circulation interdite aux véhicules en transit pour les arrondissements du centre parisien. Sont concernés les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Cette mesure qui est loin de faire l'unanimité, manque de transparence, de lisibilité, engorgement de la circulation, commerçants inquiets, un sujet qui va être débattu dès demain au Conseil de Paris. 2 semaines après sa mise en application, on va faire le point sur la ZTL et ses effets avec nos invités. Catherine Lécuyer, vous êtes conseillère du 8e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes accompagnée en plateau de Xavier Oran, vous êtes délégué général Mobiliance. Merci beaucoup. Et en visio avec nous, Thierry Véron, président de l'association des commerçants parisiens. On va recueillir vos propos, bien sûr. Thomas Hennequin, je vous présente également au Figaro TV. Et là, vous êtes là pour nous parler de comment ça marche vraiment la ZTL d'un point de vue pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Thomas ? Oui, Victoire, on l'a dit, fini les voitures dans le Paris-Centre. Depuis bientôt 2 semaines, Paris-Centre, ça regroupe le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement, n'accueille plus les véhicules, sauf pour des cas isolés. Ces ZTL concernent près de 131 km et environ 350 à 500 000 passages quotidiens de voitures. J'imagine que malgré tout, il y a quelques autorisations. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles pour que ça soit plus simple pour les Parisiens et les Franciliens? Oui, Victoire. Déjà, si vous habitez dans la zone, vous avez le droit d'utiliser votre véhicule et même d'y stationner, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Si vous travaillez aussi dans la zone, c'est bon. Même passe-droit si vous rendez chez des amis, si vous êtes professionnel médical ou si vous allez dans un magasin, vous avez aussi le droit de pouvoir utiliser votre véhicule dans cette zone. L'intérêt de cette zone à trafic limité n'est pas donc d'interdire sans aménagement l'utilisation des véhicules, mais elle est plutôt là pour réduire au maximum la présence de ces véhicules pour choisir les mobilités douces, comme on peut le voir déjà dans le cas de Madrid, Rome ou encore Milan qui ont ces ZTL. Alors, ce qui pose problème avec cette zone particulière, la ZTL, Thomas, c'est comment vont être informés les usagers au jour le jour, dans leur quotidien finalement. Oui, on va avoir de nouveaux panneaux de signalisation qui vont apparaître. On a un premier panneau qui sera là pour avertir d'une zone d'approche d'une ZTL, un second panneau qui sera là pour l'entrée de la ZTL et un 3e panneau pour marquer la fin. Donc on est prévenu en amont. Quand on arrive, oui, en effet, va falloir s'habituer. On a vu les panneaux défiler rapidement, oui. Mais c'est des panneaux très spécifiques qu'il va falloir retenir. On répète, le premier pour avertir que la ZTL est proche, qu'on va rentrer dans le périmètre de la ZTL finalement, c'est celui-ci. L'entrée dans la ZTL, c'est ça? Oui, un deuxième pour l'entrée et un dernier pour avertir qu'on sort de cette fameuse ZTL et donc qu'on peut circuler librement sans aucun problème. Mais surtout, on le sait, les applications de navigation sont souvent utilisées à Paris pour se déplacer, savoir s'il y a des bouchons, pour connaître le temps de route. Pas de panique, ces applications ont l'intention d'intégrer les ZTL dans leur système de navigation. Et vous savez quoi, j'ai fait le test aujourd'hui, Thomas, c'est déjà le cas. Notamment chez les principaux concernés. On a parlé de possibles autorisations. Thomas, comment est-ce qu'on peut les obtenir? Parce que c'est assez vague, ça va de je me rends dans un magasin, j'ai une réservation dans un restaurant, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Pour l'instant, c'est encore assez vague. À l'heure actuelle, le système des autorisations n'est pas encore mis en place, ou en tout cas assez compliqué. C'est la préfecture de police, la ville de Paris, en cohabitation aussi avec les habitants, qui vont mettre en place un système pour trouver la technique la plus simple. Et par conséquent, pour l'instant, il y a une phase pédagogique qui est instaurée, qui permet en fait d'informer et d'expliquer aux différents utilisateurs comment s'adapter, mais pour l'instant, pas d'amende ou pas de verbalisation, juste un simple accompagnement des usagers. Et quand vont commencer les premiers contrôles alors ? Alors,
pour ces 6 premiers mois, pas de contrôle. Ça va débuter en 2025, début d'année 2025, avec les premières verbalisations qui pourront être en vigueur. C'est la préfecture de police et la ville de Paris qui s'occupent de ça. Que risque-t-on? Pour l'instant, on parle d'une amende de 135 €. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut s'attendre à une extension, Thomas, de cette ZTL à d'autres quartiers, d'autres arrondissements de la capitale? C'est une bonne question. Pour l'instant, Victoire, rien n'est programmé. En tout cas, le projet n'est pas encore dans les tuyaux. Après, on peut peut-être s'attendre, selon les résultats, selon l'avis des citoyens, peut-être une évolution et peut-être d'autres ZTL, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça sera à surveiller. Donc, merci beaucoup, Thomas, de nous avoir expliqué comment cette fameuse ZTL fonctionne. 2 semaines, ça y est, de ZTL, ça fait un peu futuriste de le dire comme ça. Quels en sont les enseignements principaux, Catherine Lécuyer? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord évoquer, c'est un peu l'historique de cette ZTL, puisqu'elle est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Déjà, en 2020-2021, on en parlait. Moi, je suis intervenue plusieurs fois en conseil d'arrondissement sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'au titre de conseillère du 8e arrondissement, donc le 8e est un arrondissement limitrophe à cette zone à trafic limité, il y avait ce qu'on appelle le risque d'effet de bord. C'est-à-dire que... D'engorgement, finalement. C'est-à-dire que les arrondissements contigus se retrouvent finalement à profiter, entre guillemets, du trafic qui, à défaut de pouvoir emprunter et traverser cette zone de trafic, se reporte sur les autres arrondissements. Donc finalement, cette pollution, cette pollution à la fois acoustique, puisqu'il y a 2 paramètres importants qui sont mentionnés dans l'installation, l'aménagement de cette ZTL, il y a la problématique du bruit et la problématique de la pollution de l'air. Donc on peut imaginer qu'il y ait cette pollution, en tout cas acoustique, elle se reporte sur les arrondissements contigus, sur toutes les voies finalement qui vont être des voies de délestement de la circulation qui ne peut plus emprunter donc les arrondissements Paris-Centre. Et puis sur le plan acoustique, même problématique. Donc voilà, il y a un historique, ça fait déjà plus de 3 ans que tout cela est dans les tuyaux, et on peut regretter, en fait, vous l'avez très bien mentionné, le fait que, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des contrôles, c'est le flou artistique qui règne, et d'ailleurs c'est mentionné puisqu'il y a eu une enquête publique qui a eu lieu du mois d'avril 2024 au mois de mai, dans les rapports, le rapport qui suit donc cette enquête publique est mentionné de façon vraiment très explicite la problématique de ces contrôles et du fait que cette ZTL ne peut véritablement fonctionner que s'il y a des contrôles effectifs. Alors qui dit contrôle dit donc des policiers qui vont être là pour verbaliser potentiellement, après évidemment cette période dite de pédagogie. Tout à fait. Or, je vous rappelle que pour Paris-Centre, il y a 20 policiers municipaux. Pour toute la zone Paris-Centre. Donc c'est très compliqué d'imaginer parce qu'il y a Et pour l'instant, on n'a pas tranché. On reviendra bien sûr à la partie contrôle. J'aimerais qu'on écoute Patrick Bloch, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui dit que pour lui, les effets de report ne sont pas un problème. On l'écoute et je vous fais réagir en plateau. Les effets de report sur les arrondissements limitrophes se trouvent d'expérience en fonction de ce qui se passe dans d'autres villes que Paris jusqu'à présent, extrêmement limités parce que c'est une circulation de transit. Donc le transit se fait sur d'autres axes et finalement, et d'expérience, les automobilistes, puisque ce sont les premiers concernés, s'adaptent et finalement trouvent de nouveaux trajets qui peuvent être très diversifiés, qui peuvent passer plus au nord, plus au sud. Qu'est-ce que répond notre expert de la mobilité sur ce sujet? Je trouve ça, pour dire les choses très directement et très honnêtement, absolument sidérant. D'abord, madame, vous avez parfaitement bien résumé la situation, avec des modalités de mise en application qui sont hasardeuses, jusqu'à hasardeuses. Je pense que ce n'est pas du niveau d'une capitale telle que Paris pour réfléchir de manière correcte, de manière objective, sur des questions qui sont aussi complexes que la mobilité et les transports. C'est un sujet, d'abord, de crispation sociale très importante, avec des impacts économiques dont on parlera certainement tout à l'heure. Et je trouve que le débat est considérablement appauvri, parce que je trouve que la démagogie y pèse beaucoup plus lourd, d'ailleurs, que les questions liées à la pédagogie au niveau de l'évolution des transports et de la mobilité. Et puis, finalement, il consiste à continuer à hystériser un débat, en continuant à opposer d'abord les différentes populations entre elles, qu'elles soient parisiennes ou franciliennes, bien sûr, mais aussi les solutions de mobilité elles-mêmes, alors que les solutions de mobilité, elles sont aussi diverses que les Français. Vous parlez de cette chasse aux voitures, mais il faut appeler les choses, je pense, directement par leur nom. C'est une politique grossièrement anti-voiture.
c'est caricatural. Mais qui est assumé par la mairie de Paris comme une volonté de réduire, oui, la place de la voiture, Bien mais sûr. derrière, vous l'avez dit, les émissions carbone, Je suis entièrement le bruit d'accord avec également. ça. Et vous dites qu'il faudrait le faire, mais autrement, plus intelligemment. La filière automobile que j'ai le privilège de représenter, vous savez, elle est totalement en prise avec des enjeux sociétaux contemporains, avec des défis qu'on doit relever sur le plan environnemental ou sur le plan sanitaire, dans un agenda qui est d'ailleurs extrêmement contraint. Mais ça, c'est notre responsabilité, il faut le faire. Et le cap stratégique, c'est clairement... Là, vous avez le sentiment d'une marche forcée ? Bien sûr que c'est une marche forcée, c'est presque plus une fuite en avant, et encore une fois, une politique très grossièrement anti-voiture, avec d'ailleurs des questions au niveau de la propriété privée, des voitures dites individuelles, qui, à mon avis, fait quand même un peu débat. Mais c'est encore une autre dimension de sujet. Mais si on prend les choses de manière rationnelle et qu'on regarde la qualité de l'air, tout simplement, la qualité de l'air, chaque année depuis 20 ans, elle s'est considérablement améliorée. Et ça, c'est d'abord une bonne nouvelle pour tout le monde. Est-ce que Les c'est grâce à dioxydes de cette carbone, politique anti-voiture ? Non, c'est parce que les motorisations et le renouvellement du parc ont considérablement évolué et vont continuer à évoluer de manière d'ailleurs très rapide. Mais les dioxydes de carbone ont été divisés des 2/3 depuis ces 20 dernières années. Et quant aux émissions à particules, des émissions à particules fines, qui sont très dangereuses, elles ont été divisées par 2 au cours des 20 dernières années. À l'inverse, on ne peut pas afficher les mêmes résultats au niveau, par exemple, du métro parisien, notamment. On sait qu'il y a des taux de particules fines. Il me semble qu'il y a d'autres priorités quand on parle donc de zone à trafic limité. Donc la voiture pollue, vous êtes d'accord pour le dire, mais pollue de moins en moins. Bien sûr. Et donc on doit trouver une manière intelligente de fonctionner dans Paris pour que nos mobilités soient saines et sereines. Les politiques de mobilité vont continuer à évoluer, mais elles ne peuvent pas se faire contre les populations et elles ne peuvent pas s'opérer sans étude d'impact sur le plan social, environnemental ou sur le plan naturellement économique. Ce sont des sujets extraordinairement complexes. On va parler des Parisiens, les premiers concernés, avec les Franciliens évidemment. On a certes beaucoup entendu parler de la ZTL, vous avez raison, ça fait longtemps que ça couve comme un bruit de fond. Pour autant, on a eu très peu d'informations et quand on regarde les Parisiens, on se rend compte qu'ils n'y comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ce mot de la ZTL. Heureusement que Thomas était là pour nous l'expliquer, parce que ça reste très flou, c'est vrai. J'habite moi-même un de ces arrondissements et je n'ai pas reçu de notice d'information me disant, à partir de maintenant, vous habitez dans la ZTL, ça va se passer comme ça. Est-ce que c'est un oubli stratégique ? Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que c'est un loupé ? C'est une constance, me semble-t-il. Vous allez me compléter, mais c'est une constance. Et donc c'est volontaire ? Quand on revient au triplement des tarifs de stationnement. Tout à fait. La votation citoyenne qui a été organisée dans des conditions d'ailleurs juridiques très contestables, le taux de participation était sous votre contrôle de 5,6%. Oui. Bon, c'était pareil pour les trottinettes électriques. On sait que les consultations mobilisent. Bon, il faut être honnête, un peu de monde. Et concernant l'enquête publique sur la mise en place de cette zone à trafic limité, je crois que 377 il y a eu très peu de Parisiens ont répondu. Contributions. Mais je pense qu'il y a quand même une... Et on le voit sur d'autres sujets parisiens, je pense au plan local d'urbanisme ou d'autres sujets. Le fameux PLU, comme on continue sur qui va être débattu aussi dans les jours qui viennent lors du Conseil de Paris. Il y a la volonté, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, la volonté de faire quelque part un peu sous les radars, de faire passer ces informations sous les radars, parce que ça évite évidemment les mobilisations. D'accord. Voilà. Et une fois que... Donc en fait, se faire discret. Tout à fait, on se fait discret et une fois que l'aménagement, une fois que les dispositions sont mises en place, on a beau jeu de dire c'est en place, on va pas revenir en arrière et voilà, et c'est terminé. Et c'est ce qui va se passer pour la ZTL puisque on nous dit il va y avoir 6 mois de pédagogie, mais en fait ces 6 mois de pédagogie, il aurait fallu les avoir en amont du Conseil de Paris. Là on va valider le principe. Il aurait fallu déjà peut-être tester un peu tout ce système, voir ce qu'il en sortait et à partir de là on valide en fait ou non. Alors on va avoir ces 6 mois de pédagogie et j'espère, et c'est d'ailleurs ça va être demandé par un certain nombre d'élus en Conseil de Paris, on va demander qu'il y ait des études d'impact faites régulièrement, qu'on voit un peu les effets de cette ZTL sur tous les sujets. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on fait les études d'impact après. Tout à fait, ouais, et non avant. Véritablement ça devient systématique. Ça devient systématique, c'était vrai pour le périph' trop souvent d'ailleurs au niveau national, et ça devient de plus en plus vrai au niveau des collectivités locales. Et puis cette ZTL, elle va s'accompagner dans les prochaines semaines, on est mi-novembre aujourd'hui,
de la mise en place de ZFE. La ZFE, les zones on y à reviendra. faible émission. Ça se On va y complique revenir. encore pour les Parisiens et les Franciliens. La J'aimerais qu'on confusion prenne est l'avis de générale. Thierry Véron, président de l'Association des commerçants parisiens. Vous êtes en visio avec nous, Thierry Véron. Très inquiets, les commerçants, par rapport à cette ZTL. Selon la CCI Paris, 90% se disent directement inquiets par le projet. 2 tiers pensent que la ZTL aura directement un impact négatif sur leur activité, les retombées économiques. 1 personne sur 10 seulement s'attend à un impact positif. On est un peu tôt, peut-être 2 semaines seulement après la mise en œuvre. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Bonjour Victoire, oui, écoutez, effectivement je suis en visio, je n'ai pas pu venir en plateau, mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'en fait les 90% de commerçants inquiets, c'est sur tout Paris, parce que on parle des commerçants de la zone, de cette zone, mais c'est pas eux principalement qui vont être touchés, ou en partie, parce que eux, ils auront un manque de peut-être de clients qui ont l'habitude de venir en voiture, qui viendront plus parce que ils vont pas savoir comment venir, et puis il y a un tel flou artistique au niveau de la communication que j'avais déjà relevé il y a 15 jours. On n'a pas tellement évolué. Mettre un panneau à l'entrée de la zone et 200 mètres avant, c'est pas bon, ça suffit pas. Moi, je l'avais proposé au niveau du périphérique, et en fait, elle est trop grande, cette zone. Quand vous comparez les zones à trafic limité qu'on voit notamment à Bologne, où on a fait tout un chapitre sur la zone, la première zone à trafic limité en Europe, à Bologne, qui représente un peu plus de 3 km². Celle de Paris-Centre, elle représente plus du double. Donc à un moment donné, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il faut peut-être faire des études d'impact. Quand on entendait tout à l'heure le premier adjoint de Madame Hidalgo dire de toute façon les automobilistes vont s'adapter, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend ça, c'est depuis des années. On est tous d'accord pour réduire la place de la voiture, mais pas n'importe comment. Et je pense qu'en fait, on joue un petit peu sur les événements, sur le calendrier, pour le mettre en place, parce que la zone à trafic limité dont on parle, elle a déjà beaucoup évolué, et tant mieux, parce que à la base c'était quand même beaucoup plus large, donc on aurait impacté encore plus de surface parisienne. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est peut-être à 2 ans des municipales. Est-ce qu'il faut moi, j'ai un peu le sentiment qu'en fait, en 2021 ou 2020, on a commencé à en parler. On les a dit, on est en train de réfléchir. Ça devait être mis en place en 2022, puis après, avant les JO, puis après les JO. Et là, c'est la précipitation. Il faut absolument le faire avant 2026. Il y a une sorte de prise en otage, et on le comprend bien. De la ville. Est-ce que vous avez été vous-même informé, prévenu ? Est-ce que vous avez eu des informations de la mairie de Paris pour justement gérer cette zone à trafic limité, pour que les commerçants s'adaptent ? Alors, en fait, on a eu des réunions très simplistes pour nous dire, voilà, on va mettre en place la zone à trafic limité. On a émis quand même pas mal de réserves, puisqu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et notamment, quand on nous a fait on a voulu nous réunir, où on était quelques représentants d'associations de commerçants et de syndicats de commerçants, pour nous parler de la communication. On nous a reçus dans une salle, on ne savait pas trop où on allait être, même les organisateurs étaient même presque plus nombreux que nous, parce que ils ne savaient pas où se mettre. Enfin, vraiment, ça fait encore un peu flou artistique, même encore à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être encore à 15 jours. Donc, les gens qui prennent d'habitude cet axe, ils le traversent sans peut-être prêter trop attention. Et en parlant de traverser cet axe, ça me vient à l'idée, le boulevard Sébastopol. Le boulevard Sébastopol, c'est un axe qui pourrait rester ouvert. On peut largement faire diviser cette zone en deux pour revenir à une surface quasi raisonnable. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'en fait, vous avez des fournisseurs de commerce parisiens, et notamment de Paris-Centre, et voire même du Marais, parce que c'était déjà le premier secteur concerné, qui ont un forfait de prise en charge avant d'envoyer une facture de fourniture et livraison.
Donc c'est un supplément que certains commerçants vont avoir à payer. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. S'adapter. Par contre, vous faites partie des exceptions. Les commerçants, les clients de magasins, les restaurateurs pourront accéder à la ZTL. Est-ce que vous savez dans quelles conditions? Parce que alors moi, c'est ma grande question. En ayant épluché le dossier de la ZTL, je me dis comment on va savoir que sur ma voiture, je suis une automobiliste qui va bien au BHV, pour citer un grand magasin, par exemple, du centre parisien qui est très fréquenté. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous... Ouais. Mais pour parler justement, pour revenir sur ce grand magasin, c'est quand même un magasin qui a perdu toute sa clientèle de la banlieue ouest à cause de la fermeture des kebabs. Il faut le savoir. Et c'est pas d'hier. Hein. Voilà, donc comment vont faire les gens pour aller dans cette zone? Moi, je pense que le premier conseil qu'on peut leur donner, c'est si vous y allez clairement pour acheter quelque chose, ne vous posez pas de questions. Parce que le problème, c'est que même si on nous dit qu'il va y avoir des panneaux à l'entrée des zones et qu'il n'y aura pas d'engorgement à cet endroit-là, c'est faux. Parce qu'en fait, les gens, ils vont arriver au début de la zone, ils vont se dire, moi, je voulais aller acheter dans telle et telle boutique. Quand je vois ce panneau-là, je me dis, oh là là, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Mais ça Après, il y aura peut-être effectivement ça nous rappelle tristement le Covid quand même, avec ces attestations où on devait dire ce qu'on allait faire. Alors, je vais me rendre pour 2 heures au BHV acheter des décorations de Noël. Façon Paris, des attestations de déplacement. C'est exactement ça. Donc c'est une vision qui est totalement administrative avec une série de dérogations auxquelles on ne comprend plus rien. C'est une stratégie, encore une fois, je trouve démagogique, stationnaire. Comment pouvez-vous prouver que vous êtes dans une galerie d'art, par exemple? Parce que ça fait quand même partie des exceptions. Elles sont écrites. En opposant les trafics, les notions de trafic de destination et trafic de transit, enfin, on tourne en rond. Est-ce que les Français savent seulement faire la différence? On tourne en rond. Les Français, ou en tout cas les Parisiens et les Franciliens retiennent que pour les uns, ils vont recevoir, en fait, c'est une forme d'assignation à résidence supplémentaire. Pour les autres, il faudra des attestations de déplacement pour prouver la destination dans laquelle on est censé aller. Et simultanément, patte blanche. Et simultanément, vous avez les tarifs de stationnement qui ont triplé. Donc le message qui est envoyé par Paris, c'est une nouvelle cité interdite. C'est-à-dire que vous reléguez, au-delà du périphérique, ou au-delà de l'A86, toute une série de Français qui ne viendront plus à Paris consommer, qui ont parfaitement compris le message, parce que, en fait, avec cette notion de trafic, de transit, le message, c'est aller vous faire taxer ailleurs. Sachant que, attention, évidemment, on est tous pour la diminution de la pollution sonore et de la pollution de l'air. Ça, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose, c'est que dans les études qui sont produites, qui sont d'ailleurs sur le site de la mairie de Paris, en fait, les effets sur la pollution de l'air et la pollution acoustique vont être très faibles. C'est explicitement dit. Donc, on se rend compte que, en fait, beaucoup de bruit, c'est extrêmement politique. Donc, il y a clairement derrière, c'est une stratégie anti-voiture. Alors, il n'est pas question d'être, moi je rejoins votre position, on n'est pas anti ou pour. Le sujet, c'est que selon les états de vie des uns et des autres... Et puis il y a certains franciliens qui n'ont pas le choix. Exactement. Aussi, on peut parler de personnes qui ont le choix, qui vont changer leur mode de vie, parce que c'est le sens de l'histoire aussi, que de moins polluer, que de moins utiliser sa voiture, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui me frappe quand même. Les bus touristiques vont avoir donc la possibilité, ce qui n'était pas, puisque ça a été modifié, oui, parce que ça ils vont pouvoir maintenant touristique derrière. De se garer dans le centre de Paris, ce qui n'était pas le cas dans la première mouture de cette ZTL. Et donc on peut se poser la question aussi, puisqu'on parlait de tout ce qui était dimension économique de Paris Centre, il va y avoir à mon avis une transformation progressive des commerces de Paris Centre. Est-ce que la ville de Paris finalement n'est pas en train de privilégier le tourisme au détriment de cette économie, j'allais dire, du quotidien. En fait, c'est un monde fait pour les touristes, c'est-à-dire les arrondissements du centre ultra privilégiés, dans lesquels on va pouvoir flâner. Pour de vrai, parce que sans voiture, c'est vrai que c'est aussi plus agréable. Notamment, on pense au samedi, au dimanche, en famille. Il y aura moins de voitures, c'est vrai, mais c'est pas adapté à la vraie vie des gens. En tout cas, ça ne rejoint pas. Encore une fois, lorsque vous êtes avec une voiture familiale et que vous avez ces tarifs de stationnement qui ont triplé, très honnêtement, les familles ne seront pas dans Paris. Et pour toutes les familles qui sont en région francilienne, qui n'ont pas forcément de solution de transport collectif
à portée immédiate de leur domicile, ils éviteront Paris. Et c'est bien ce que l'on voit. Thierry Véron, c'est ce qui vous inquiète ? Moi, c'est ce qui m'inquiète parce qu'en fait, si nos clients qui avaient l'habitude de venir dans Paris se voient difficilement acceptés, parce qu'en fait, on nous dit qu'on va pouvoir, nos clients vont pouvoir venir dans cette zone, mais avec des difficultés qui vont s'amplifier. Quand elles auront compris une fois ou deux qu'elles vont mettre beaucoup plus de temps pour venir, résultat des courses, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont faire leurs courses en banlieue et après, pour les faire revenir, ça sera très compliqué. Donc, elles se seront adaptées à ne plus venir à Paris et elles ne viendront plus. Donc, c'est pas une solution. Parce que quand vous parlez tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur Laurent qui parlait des galeries d'art. Mais les galeries d'art, c'est impressionnant. Vous pouvez pas demander à un client qui va aller acheter un tableau de maître de prendre son tableau sous le bras pour repartir en bus. De ne pas l'acheter aussi et d'y aller pour. Ce qui est compliqué, c'est qu'avec cette ZTL, cette ZFE, ce périph' A50, cette chasse au SUV, le stationnement, vous l'avez dit, dans la capitale qui explose, on se rend compte que Paris va de plus en plus être coupé de sa région. Paris est une forteresse qui progressivement se coupe en fait de tous ces habitants de la région Île-de-France. Et ça profite finalement à un microcosme parisien, des habitants de l'hypercentre parisien qui n'ont pas besoin d'utiliser par exemple leur voiture. Hypertrophié, c'est-à-dire qu'on ne construit pas des politiques de transport et de mobilité avec une vision qui est fondée sur l'hypercentre. Ça, c'est une vision qui est biaisée. Il faut avoir une vision globale, au moins à l'échelle régionale, ce qui n'est pas le cas, à l'évidence, puisque j'ai vu que la présidente de région, Valérie Pécresse, avait écrit un courrier il y a encore quelques jours au président de la métropole, parce que derrière le sujet de la ZTL, dans 6 semaines, est censé se mettre en place la ZFE, la zone à faible émission. Et là, on change d'échelle, parce que l'interdiction des véhicules critère 3, le changement d'échelle, c'est que ça va concerner à peu près d'1,5 million, 1,5 million véhicules à partir du 1er janvier. C'est l'interdiction des critères 3 et donc l'interdiction du diesel. On est à 6 semaines de cette échéance qui a été à plusieurs reprises d'ailleurs repoussée. Qu'en sera-t-il ? Et on va encore couper flou, les Parisiens, des Franciliens. C'est encore plus flou que la ZTL au niveau des modalités. Je veux dire, mais il n'est pas imaginable en 2024, dans une capitale qui a reçu les Jeux Olympiques avec le succès que l'on connaît, d'avoir des politiques de transport aussi étriquées qui enferment et qui ont une vision en fait totalement stationnaire des choses, alors que la mobilité, par définition, est un secteur en plein mouvement, y compris les véhicules électriques dont on n'a pas parlé, parce que les véhicules 100% électriques ne peuvent pas davantage aller dans les ZTL. Je vous le promets. Ça a été une grande surprise. Vous avez ma parole. Moi-même posé la question, mais pourquoi les véhicules électriques, puisque l'objectif, c'est de lutter contre la pollution de l'air. Donc on voit bien que cette mesure n'est pas aboutie. En fait, on voit que c'est Dernière question pour vous. Dernière question pour vous, Catherine Lécuyer. Paris perd des habitants. Ils sont 0,6% de moins que 6 ans auparavant. Entre 2015 et 2021, on a perdu 74 000 Parisiens. Des chiffres qui sont encore plus inquiétants dans les arrondissements, tenez-vous bien, de l'hypercentre, notamment dans le 1er arrondissement et dans le 3e arrondissement où Paris se vide de ses habitants. Vous avez l'impression qu'on crée un désamour définitif entre Paris et les Parisiens ? Rien n'est fait pour les familles. Rien n'est fait. Et ces arrondissements-là sont tout à fait emblématiques, j'allais dire, plus largement des arrondissements du centre de Paris, mais je pense au 8e arrondissement. Qui est concerné aussi par ces problématiques, bien sûr. Une baisse de la démographie assez importante. C'est vrai qu'en termes de qualité de vie, la situation s'est beaucoup dégradée pour les familles qui ont tendance maintenant à partir à fuir en banlieue parisienne, donc plutôt à l'ouest, ou en tout cas là où elles peuvent s'installer de façon beaucoup plus confortable, voire à partir en province. Ça, ce sont des témoignages. On l'avait vu notamment après le Covid, mais c'est vrai que le phénomène continue à s'accentuer. C'était déjà une dynamique qui était en marche et cette dynamique s'est amplifiée avec le Covid, après le Covid. Merci beaucoup Catherine. Il y a des zones à trafic illimité pour le coup dont la mairie devrait bien se préoccuper. Comme par exemple, et ça sera vraiment le mot de la fin. Je pense notamment au trafic de drogue. Je pense que si les familles ou les entreprises, c'est une autre émission, partent de Paris, c'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité ou de pollution, on en a parlé tout à l'heure dans le métro. Qui viennent se greffer à cette politique anti-voiture. Donc recentrons-nous sur les priorités. Merci beaucoup à tous les deux en plateau. Merci à Thierry Véron avec nous en visio. Et on passe à la culture. Merci beaucoup Thomas pour cette chronique. C'est parti.
C'est à cheval entre un spectacle, un quiz musical, un jeu de société. Vous allez vous installer confortablement au théâtre Le Funambule à Montmartre et vous laisser guider par le chanteur, en vrai maître du jeu, un morceau et cette question, est-ce que tu connais la chanson? Une occasion différente d'explorer avec le public la variété de la chanson francophone et de ses textes qui sont magnifiques. On va en parler avec le chanteur en question. Louis Caratini, vous êtes comédien, auteur, acteur, chanteur de cette pièce. Charlotte Adrien, vous êtes la metteuse en scène. C'était absolument incroyable à découvrir. Je me suis dit au début, bon, ça va être un blind test. Un blind test certes poétique, théâtralisé. Et en fait, c'était beaucoup plus que ça. C'était une sorte d'aventure musicale où on se baladait d'une note à une note et j'ai trouvé ça très joli. Quelques notes de guitare justement et on vous découvre Louis Caratini assis sur une chaise. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Ça commence fort avec un texte de Benjamin Biolay. Pas tout à fait. Justement. Mais effectivement, on est déjà sur un blind test en fait. Mais vous avez raison, Benjamin Biolay l'a repris, mais en fait c'est un texte de Rainer Maria Rilke. Exactement. Vous voyez comme je suis maline. C'était pour que vous ayez à le dire et pas moi. Bravo. Donc vous m'avez vous-même contre-blind testé. J'essaye. Chapeau, mais effectivement Benjamin Biolay l'a reprise et tout. Après je démarre par ce poème parce que déjà j'adore Rilke. Et puis surtout en fait comme c'est toute une aventure autour de l'écriture des chansons, voilà, je voulais inscrire tout de suite un grand poète pour dire voilà, nous aussi, en fait, on a des poètes dans la chanson. C'est ce qui fait notre spécificité dans la chanson. C'est justement que nous, en fait, les Français, on aime la langue. On aime, voilà. Et elle est au centre de tout, on le voit, c'est incroyable. Elle est au centre de tout. À l'inverse, par exemple, parfois dans la chanson anglophone, on peut juste avoir quelqu'un qui te dit Baby, I love you pendant à peu près 3 minutes. Mais ça marche aussi. Ils ont d'autres codes et ça fonctionne. C'est leur stratégie. La nôtre, elle est vraiment centrée sur la langue, quoi. Et puis vous vous installez au piano et vous commencez à nous parler, puisque oui, le public est tout de suite mobilisé. On est invité d'ailleurs à se saluer, à se dire bonjour, parce qu'on va jouer ensemble. C'était important, cette dimension collaborative, d'embarquer aussi tout le monde. C'était le centre du projet, c'est de rendre les gens actifs, les spectateurs actifs, et de leur redonner cet espace qui est le leur. Et du coup, on avait très envie avec Louis que les gens soient le partenaire principal de Louis. Donc en fait, chaque soir, de jeu. Voilà, chaque soir, il a un partenaire différent. Et c'est comment ils font communion, tous ces gens. Et du point de vue de la mise en scène, il faut le travailler. On a plein de subterfuges. Tout à fait. Selon les publics, il a des rendez-vous différents. C'est-à-dire qu'il va les activer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, il y a on voit pas tous la même chose? Si, mais en fait, par exemple, quand les spectateurs prennent beaucoup d'espace, il y en a certains qui tout d'un coup font le show. Et là, on a des subterfuges pour calmer un peu. Ah, c'est génial. Ok, vous avez anticipé tous les scénarios probables avec le public pour savoir réagir et puis que ça continue. Sachant qu'il y en a toujours de nouveaux. C'est-à-dire que c'est un spectacle où à chaque fois il se passe des choses différentes tout le temps. Parce qu'en fait, les spectateurs, des fois, ils se mettent à chanter. Il y en a qui hurlent. À l'inverse, il y en a qui sont très réservés, qui sont très révérencieux parce qu'on est en train de chanter quand même Barbara. Donc il faut vraiment l'écouter. Donc là, on se tait. Donc voilà, on se tait. Donc à l'inverse, en fait, c'est toujours voir avec les spectateurs s'ils sont plutôt un peu apathiques, se dire comment on va les réveiller, comment on va les stimuler, les faire rentrer dans le jeu, et à l'inverse quand ils sont complètement foutraques, se dire savoir les canaliser un petit peu. Parce qu'il y a quand même des règles. Alors oui, on doit trouver l'auteur et non le titre de la musique. Tout est en live, donc on doit gérer nos pulsions, ça c'est vous qui le dites. Chanson terminée après les applaudissements. Oui, si on a décidé de vous applaudir. Oui, exactement. Mais on applaudit globalement. On lève la main pour donner sa réponse et le gagnant remporte un caillou. Non. Alors maintenant, on a enlevé les cailloux. On a enlevé les cailloux. Et c'est quoi maintenant? Est-ce qu'on le dit? On dit pas. Non, on dit pas le lot. Non, on dit pas le lot. Mais c'est une victoire en libre accès. Qui demande donc de l'honnêteté et vous n'êtes pas trop pour. Moi, ça l'intéresse pas. C'est un escroc pour vous, l'honnêteté. C'est moins, oui. Non, je trouve que ça, tout ce qui est un peu En fait, tout ce qui est joueur, ça l'intéresse beaucoup. Ah, donc c'est cette dimension aussi premier du degré, c'est pas joueur. On peut s'en amuser en tout cas. Oui, moi, et puis j'aime beaucoup les gagnants autoproclamés. Il y en a beaucoup souvent à la fin qui disent « j'ai gagné ». Ok, d'accord. Ah oui, ça a été mon cas. Vous avez donné le point à quelqu'un qui l'avait dit après quelqu'un d'autre qui était manifestement plus discret. Sûrement. Ça arrive aussi. Hein. De toute façon, après, il faut jouer avec le présent. C'est ça qui est... Parfois, il y a quelqu'un qui va avoir un point et l'autre. Il y en a qui vont avoir des frustrations. Voilà, c'est le principe du jeu même, quoi. Mais souvent, on s'amuse aussi. Moi, je m'amuse beaucoup à les stimuler beaucoup, puis après à les déconstruire, parce que des fois, on a des gamers qui rentrent vraiment dans le jeu, mais avec férocité. On s'amuse avec le principe de compétition, et après, on la déconstruit.
Parce qu'on apprend plein de choses aussi. Là, on a l'impression que ça va être, allez, on a tous un buzzer, on appuie et on dit l'auteur de la chanson. En fait, à chaque fois, vous nous distillez des informations, des anecdotes. Vous partez d'une chanson pour aller sur une autre. Premier morceau, un mot pour tous, tous pour un mot, des mots fléchés, la rue qui est à nous. Moi, ils ont trouvé au 4e coup. Création collective, on n'écrit jamais vraiment tout seul. Alors d'où part une chanson, selon Ayam, de la rue. Et comme ça, vous tirez la petite pelote de laine et vous allez nous emmener dans des univers musicaux complètement différents. Qui sont tous différents les uns des autres. Bien sûr, c'était ça le but aussi. En fait, justement, c'est très juste. Vous avez vraiment d'une pertinence rare. Oh, wow. En fait, c'était de décliner. En fait, vous avez, oui, au moins un point. On pourrait vous donner un lot. On pourra vous donner un lot, assurément. Mais en fait, c'était que chaque chanson représente une manière d'écrire. D'où ça part la chanson, parce que moi, ça qui me passionne, c'est à quel moment, d'un seul coup. En fait, la chanson, c'est plein de petits chefs-d'œuvre d'intelligence populaire. Et à chaque fois, il y a quelqu'un, parfois, c'est des gens qui viennent de nulle part et qui sortent quelque chose comme ça. Oui. Et en même temps, il y a tout un artisanat, une orfèvrerie de l'écriture, et du coup je voulais vraiment les décliner, mais d'où ça part? Donc effectivement de la rue, parfois peut-être que ça part du hasard enfin de plein de choses, de l'inspiration divine, ou à l'inverse du sentiment amoureux. Et puis vous faites des liens aussi entre par exemple Ayam et Charles Trenet, qui tous deux pensent que la chanson vient plus ou moins de la rue, de l'émotion de la vie de chacun. Le grand but de ce spectacle, c'est vraiment de décloisonner tout ça. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment de décloisonner d'un point de vue intergénérationnel aussi, parce que des fois du coup on a des grands-parents avec des petits-enfants qui font mais si je t'ai dit, tu vois bien que c'est ça, enfin regarde, tu connais pas Georges Brassens. On va voir à l'inverse le petit-enfant qui fait enfin t'es un ringard, tu connais pas Angèle. Enfin et du coup voilà, c'est de créer un dialogue et de voir qu'en fait il y a beaucoup plus de points communs. Amel Ben, toujours un succès incroyable. Amel Ben, effectivement. C'est dingue hein. Moi ça me sidère à quel point c'est encore là quoi. Tout le monde connaît et ça chante et ça permet de communier. Ouais, c'est un grand moment. Étonnamment, c'est un grand moment. Moi je trouve ça étonnant. Alors que oui, non mais moi j'adore ce qu'elle fait. C'est vrai que cette chanson est mythique. Ouais. Et on la chante tous et on l'a dans la tête et elle nous revient facilement. Mais c'est incroyable la communion qu'il y a dans cette salle à ce moment-là. Ouais. C'est vrai. Comment on fait au niveau de la mise en scène? Parce que c'est un seul en scène. On mobilise des instruments différents. Donc il y a des déplacements. Louis Caratini joue beaucoup avec le public. Mais comment est-ce qu'on construit une mise en scène qui est ambitieuse pour soutenir un seul en scène et en même temps pas trop envahissante? En fait, il faut réussir tout l'enjeu, c'était de réussir à ce que Louis soit libre, le plus libre possible pour être disponible à ce qui se passe, parce qu'il y a l'improvisateur qui est très sollicité. Et en réalité, la partition est extrêmement sophistiquée. Il y a des endroits très écrits. Musicalement, c'est très technique. En même temps, il doit chanter et rester à son endroit de sensibilité. Donc, il faut donner des règles du jeu à Louis qui lui permettent à la fois d'être au rendez-vous, très écrit dans toutes les disciplines, et en même temps d'être complètement disponible à ce qui se passe. Et ouvert sur ce qui se passe. Puisque son partenaire change tous les soirs et il faut qu'il réussisse à faire communier les gens pour que ça crée une osmose avec laquelle il va jouer. C'est exactement ça. Il faut réussir. Après, Louis, c'est quelqu'un qui... C'est rare parce que c'est quelqu'un qui maîtrise énormément de disciplines puisqu'il est vraiment musicien, vraiment chanteur, vraiment acteur. Oui, j'ai noté votre école supérieure d'art dramatique, diplômée en chant, piano classique dès l'enfance, trombone, des spectacles de guitare à gogo. C'est vrai. Et vous avez une voix magnifique. Ah bah merci beaucoup. Et c'est extrêmement agréable de vous entendre sur plusieurs répertoires parce que je trouve que c'est parfois ce qui peut être un peu challengeant aussi, c'est de se dire on peut avoir une très belle voix pour certaines chansons et puis des fois on se dit là ça colle moins. Là c'était aussi le travail de trouver, j'ai participé beaucoup aux arrangements musicaux, c'est comment la fréquence vocale de Louis, elle reste valorisée parce que au piano, comme je suis musicienne aussi, j'entendais qu'il fallait être vraiment écarter les mains pour avoir des aigus et des basses, mais surtout pas de fréquence médium pour que sa voix sorte sur un Julien. Bon, je vais pas donner les réponses. On a déjà donné pas mal, mais c'est pas grave. Il y aura des moi, je suis obligée d'en dire une parce qu'elle m'a fait pleurer. C'est tombé d'en haut comme les petites gouttes d'eau. On dira pas. Mais je pense que beaucoup de personnes. C'est une chanson magnifique et vous l'interprétez avec une présence incroyable et ça m'a émue aux larmes. Sincèrement, j'ai trouvé ça d'une beauté et je me suis rendu compte qu'on pouvait apprécier ça comme un concert. Là, j'ai eu l'impression d'être un concert à ce moment-là, comme un jeu. Et vous l'avez dit, la dimension ludique, elle est très forte, très souvent aussi. Et souvent aussi comme du théâtre, et c'est ce que vous nous expliquez, il y a une partition théâtrale qui est présente. Je pense au moment où vous tapez sur cette machine à écrire, où vous recréez un rythme, il y a vraiment des éléments qui sont théâtralisés. Ouais, tout à fait. Et ça me plaît beaucoup de voyager entre ces différents univers. Oui, je t'en prie. Non, mais on a vraiment tous les deux. Allez-y. On est tous les deux transdisciplinaires et du coup, c'était assez simple pour nous deux d'avoir un langage commun et d'organiser, d'orchestrer tout ça parce que l'idée c'est de faire place au jeu. Après, tout le reste c'est des subterfuges.
en fait, la machine à écrire, vas-y, je sens que t'es chaud. Non, mais moi, c'est un goût d'acteur, en fait, qui est transposé sur la musique. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, je suis un caméléon. Enfin, j'aime bien être polymorphe, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'aime bien, je me dis, tiens, et puis même pour Vous devez vous régaler, du coup. Ah, bah, moi, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, ce projet, il est aussi parti d'un goût que, parfois, j'étais acteur, j'étais juste instrumentiste. J'ai dit, bon, comment je peux faire pour faire un spectacle où je peux tout mettre dedans? Donc, c'était un peu ça, et en même temps qu'il y ait une cohérence, évidemment. Mais du coup, après, c'est aussi ça. C'est pour ça que moi, j'aime ce spectacle, je l'avoue, parce qu'en fait, je trouve qu'on va choper le public, les spectateurs sur plein de points différents, quoi. C'est-à-dire les personnes qui vont être plus, qui vont aimer le rap, les personnes qui vont aimer le jazz, ils vont en avoir, les personnes qui aiment rire, ils vont en avoir. C'est-à-dire que c'était vraiment de faire, c'est comme une sorte de, alors je sais pas pourquoi ça me vient maintenant, mais une sorte de grand café gourmand, quoi. Une sorte de truc où il y a plein de petites choses comme ça. On va déguster plein de petites choses et puis on nourrit aussi le spectateur avec des questionnements sur la vie, la propriété intellectuelle, l'acceptation de soi, la question de la féminité, son questionnement intime, son fort intérieur. Et je trouve ça malin parce qu'on nous l'impose pas, c'est pas trop violent et en même temps c'est là partout. Dans les textes, en fait aussi. Tout ça, c'est un jeu qui sert à faire passer des idées par en dessous et qui permettent de renverser des mindsets, renverser des a priori qu'on pourrait avoir sur le féminisme. Je vais donner cette réponse. Mais c'est pas non plus caricatural. Jamais. Non, on essaye d'être toujours fin. Enfin, voilà. Surtout, on essaie de ne pas être manichéen. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des choses frontales et tout. Et puis en plus, souvent, je crois, à un moment, je travaille là-dessus sur le principe de concorde, c'est-à-dire comment on fait pour d'un seul coup, comment on fait pour dialoguer. Et je pense que on écoute Amel Bent. Mais en fait, c'est ça le principe, c'est que d'un seul coup, parfois des clivages qui pourraient être extrêmement frontaux, extrêmement violents, d'un seul coup, on trouve plein de personnes qui sur Amel Bent sont en train de danser, sont en train de dire, en fait, voilà. Et c'est de retrouver une forme moi, je crois que la place du spectacle vivant aussi, c'est de travailler là-dessus, c'est de travailler sur la fraternité. Maintenant, on dit la sororité aussi, la delphité, tout ça. De comment on reste en lien et les comment, même si on a peut-être des goûts différents, on arrive à dialoguer et à communier. Et heureusement qu'on a des goûts différents parce que ça nous permet d'apprécier un répertoire qui est extrêmement large, celui de la chanson française, de la chanson francophone, avec toujours une constante, cette grâce des mots. Qu'est-ce qu'on a de la chance, on a une tellement belle langue qu'on a l'occasion de valoriser dans ces textes, dans ces chansons. C'est vraiment des chansons à paroles. Ah bah oui. Oui. Mais en plus, à texte des années 40 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire... Jusqu'à 2040 même. On a vraiment des artistes... Il y a des artistes qui sont très très actuels, qui ont été controversés pendant les JO, etc., qu'on met aussi, qui sont importantes, parce qu'ils ont réinventé la langue encore d'une autre manière. Et vraiment, l'idée, c'était de désacraliser une langue qui serait plus sophistiquée qu'une autre, etc., pour vraiment valoriser l'invention. Chaque artiste qui est proposé dans le spectacle, c'est vraiment des créateurs et des créatrices qui ont réinventé la langue d'une certaine façon. Et c'est ça qu'on voulait mettre en... Et vous êtes deux artistes formidables, je tiens à le préciser. Non, c'est vrai. Et avec le succès des blind tests, des karaokés, des comédies musicales, on se rend compte que la musique, c'est vraiment, aujourd'hui, ça a une place très importante dans nos vies, surtout pour lutter parfois contre la morosité. C'est un spectacle merveilleux. Tu connais la chanson, au théâtre Le Funambule à Montmartre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'était un vrai régal pour les oreilles et je vous invite vraiment à aller découvrir ce spectacle qui m'a beaucoup surpris. Merci beaucoup, c'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci et on passe au secret d'histoire. C'est parti. Tous les lundis, on retrouve l'excellent Brandon Warrett pour parler d'histoire. Comment ça va, Brandon ? Bonsoir Victoire, ça va bien et vous ? Ça va super. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un monument qui n'est pas comme les autres, qui a une place centrale dans Paris, un des plus beaux musées parisiens. Oui, c'est le musée du Louvre. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que nous sommes le 18 novembre et c'est un 18 novembre 1793 qu'il est ouvert pour la première fois au public, inauguré quelques jours plus tôt, effectivement, au premier arrondissement de la capitale. Au départ, quand même, on ne s'imagine pas du tout en faire un musée. C'est pas fait pour être ouvert au public. Non, c'est une forteresse royale sous Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. Bon, forteresse quand même, ça prend de la place. On décide d'en faire une résidence royale, une demeure de plaisance au XIVe siècle. C'est agrandi avec le temps, sauf que, bon, vous savez, fin XVIIe siècle, on a Louis XIV, lui qui a des idées encore plus grandes. Il a beaucoup d'ambition, donc le Louvre c'est un peu trop petit pour lui, donc il décide d'aller à Versailles. On en fait un dépôt royal. Il y a quand même aussi un événement qui a marqué aussi l'opinion publique et la royauté, c'est 1610.
Nice. On a l'assassinat d'Henri IV le 14 mai, 16h30, rue de la Ferronnerie, à quelques centaines de mètres de là. Lui, il quitte le Louvre, il va voir son ami et ministre Sully quelques centaines de mètres, et là, il est assassiné par Ravaillac. Il rentre vite au musée du Louvre, et c'est le seul souverain qui meurt au Louvre. Donc déjà, on a quelque chose aussi, on a un passé... Il y a une histoire émouvante qui est là. Hein. Oui, il y a un passé, donc aussi Louis XIV se dit on sera peut-être bien ailleurs. Et donc on en fait un dépôt royal, une sorte de musée, une sorte de dépotoir. Hein. Au départ, c'est un peu ça. Hein. Et donc là, on prend de l'ampleur, et puis il y a les académies royales qui commencent à venir s'installer, oui. Puis il y a une autre histoire étonnante qui marque le Louvre au début du 19e siècle, et c'est grâce à un chien. Oui, c'est Médor. Alors, de Henri IV. Oui, on passe à Médor. Vous faites des sacrés sauts dans l'histoire. C'est pas n'importe quel chien. Alors nous sommes effectivement au début du 19e siècle, c'est la révolution de juillet, les Trois Glorieuses, hein, qui seront connues comme cela par les historiens dans le temps, 27, 28, 29 juillet 1830. Alors au départ, c'est une petite révolte parisienne qui devient une révolution. Charles X est sur le trône de France. Il y a des ordonnances royales qui passent avec une certaine censure de la presse et notamment le corps électoral. Et donc, c'est fini pour Charles X. On a le roi des Français, Louis-Philippe, qui devient roi des Français. Et donc, effectivement, cette petite révolte parisienne devient une révolution. Alors, donc, ça, c'est 1830, la révolte de juillet. Sauf que... que vient faire notre chien Médor? Il y a beaucoup de morts, en fait, dans la capitale, un peu partout, notamment autour de la colonnade du Louvre. Et on creuse, des fosses communes, quelques morts un peu partout. Et il y a un homme, pas très connu, mais ce chien est fidèle depuis une vingtaine d'années. Et bien, le chien va décider d'y rester. Il décide de mourir à l'endroit où son maître est mort. Alors, on a, c'est vrai que beaucoup de monde autour de là. Le chien, on essaie de l'évacuer pendant de nombreuses semaines. Il refuse. Hein. Il veut pas. C'est un vrai symbole de fidélité, ce chien. En fait, on va même le nourrir, lui donner à boire et à manger. Il refuse. Il meurt là où est mort donc son maître quelques semaines plus tard. Ça sert le récit révolutionnaire quand même. Totalement. C'est surtout ça. Ça sert effectivement il y a ce côté effectivement fidèle. On a le peuple parisien qui se dit regardez, les révolutionnaires étaient fidèles et même les animaux sont fidèles à leur maître. Et bien à partir de là, notamment autour de la Troisième République, et bien tous les animaux et surtout les chiens sont baptisés Médor jusqu'à encore aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. Il y a énormément de chats qui s'appellent Médor. Je ne savais pas que c'était pour ça. Voilà, c'est grâce à ce personnage qui devient un peu l'étendard. Et puis cette révolte aussi qui aura aussi un impact durant la période de la Troisième République. On a ce tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, donc pour ces 3 juillet, 27, 28, 29 juillet 1830. Le Louvre devient aussi très célèbre, Brandon, grâce au vol d'un tableau absolument mythique. Oui, parce qu'au départ, il n'est pas très, très célèbre, au début du 19e siècle, effectivement. Alors, nous sommes au mois d'août 1911. Le 22 août, on a un homme, qui est juste un petit peintre, Louis Béroux, lui, se rend comme presque tous les matins. Il essaie d'exécuter, pas de copier-coller, mais bon, il essaie d'être influencé par des grands artistes. Il s'inspire. Et puis, il se rend dans cette cour où est exposée la Joconde, qui n'est pas très connue à l'époque. Hein. Oui, c'est pas la Joconde d'aujourd'hui avec uniquement par les grands spécialistes. D'ailleurs, c'est pas plus grand qu'une feuille A2. On parle de 77 cm, donc c'est assez. Puis bon, c'est la seule œuvre qui est authentifiée, qui appartient à Léonard de Vinci, ça on en est certain. Et donc lui, il arrive au musée du Louvre le lendemain d'une fermeture, au matin, et puis il arrive dans la pièce, dans la salle, il voit 4 crochets tout simplement, pas de Joconde. Alors il se dit, voilà, c'est exactement cela. Incroyable. Voilà, très très belle photographie du début du XXe siècle. Ça paraît inimaginable aujourd'hui quand on sait où est la Joconde. Alors il se dit, le tableau est en restauration, il appelle le directeur, il dit, je sais pas, moi, aujourd'hui je ne travaille pas, on verra demain. Et puis il se dit, non, il n'y a rien en restauration, et lui, il est très bien renseigné, il échange avec d'autres personnes, on ne trouve pas le tableau, alors on décide de fermer le monument pendant une semaine, on mène l'enquête. On envoie le chef de la police. Oui, le chef de la sûreté du 36 quai des Orfèvres avec une 60aine d'enquêteurs. 60 inspecteurs. Qui sont dépêchés sur place, on se pose beaucoup de questions. Alors, il faut savoir qu'on mène l'enquête assez rapidement. Il y a Alphonse Bertillon, qui est l'un des fondateurs de la police scientifique, qui arrive, des empreintes digitales. Regardez, il y a des traces ici. Alors, parce que le tableau a disparu, mais on retrouve quelques dizaines de mètres plus loin. Le cadre, non ? Le cadre, effectivement, et cette vitre au niveau d'un escalier. Alors, effectivement, on mène l'enquête. Toutes les personnes qui ont travaillé au Louvre ces derniers jours, on n'y arrive pas, on enquête sur 200 personnes.
Bon, alors le directeur du musée, forcément, doit démissionner. Au départ, ça reste quelque chose de très interne, parisien, et rapidement, la presse française en fait la une. Ça fait la une, hein. Presse française, internationale, et internationale aussi. Hein. Le Louvre, et puis cette toile devient célèbre dans le monde entier. Mona Lisa devient la femme la plus recherchée. On ne sait pas. Oui, ça, effectivement. Les rois des sous-titres. Oui, voilà, exactement. Et donc, beaucoup de questions. Le Louvre était fermé la veille, donc on s'en rend compte le lendemain. J'aime bien les suspects potentiels, moi. Dans les petits papiers, il y a quand même Pablo Picasso mais parce et Guillaume qu'on ne sait pas, l'enquête n'avance pas, elle piétine. Donc on se dit, bon, bah oui, alors il faut savoir que Pablo Picasso, lui, avait acheté quelques statuettes de Vinci quelques semaines plus tôt. On les retrouve chez lui, on se dit, pourquoi pas. Et puis, Guillaume Apollinaire détestait le Louvre, détestait de Vinci, et pourquoi pas lui. Après, ça part dans des complots juifs. Il y a des spéculations qui sont moins belles, oui. Hein. Oui, on évoque un complot juif. Oui, voilà, c'est le début du XXe siècle, hein, c'est la mode. Hein. Et puis après, on parle aussi d'un espion du Kaiser Guillaume II qui serait venu dans un contexte quand même international, à la veille de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de questions, l'enquête n'avance pas. Alors, il faut savoir que l'enquête va rebondir 2 ans plus tard, un peu grâce ou à cause d'une erreur du voleur. Parce que lui, cet homme, Vincenzo Perugia, c'est un vitrier. Un ouvrier italien. Il ne travaillait plus depuis 3 jours au musée du Louvre. Alors il faut savoir que lui a été entendu par les enquêteurs. On va à son domicile dans le 10e arrondissement de Paris, on lui pose une question, mais on ne s'imagine pas une seconde que le voleur soit un simple modeste ouvrier. On s'imagine quelqu'un qui va revendre et quelqu'un déjà célèbre. On se trompe. Alors il faut savoir que lui, il va essayer de vendre cette toile en 1913 au directeur de la Galerie des Offices à Florence. Il donne rendez-vous à ce directeur, un antiquaire florentin. Alors au départ on se dit oui, c'est une toile qui pourrait appartenir à un grand maître italien. Le directeur est intéressé. Il authentifie la toile, il se dit c'est celle qui fait le tour du monde, notamment en Italie. Alors évidemment, il appelle la police, l'homme est arrêté en Italie, donc à l'hôtel. Ensuite, donc quand même, alors évidemment, il faut récupérer le monument qui fait quand même le tour de l'Italie parce qu'on a quand même envie d'avoir ce monument qui fait la une de la presse. Ce qui est génial, c'est que le voleur devient une sorte de héros à l'italienne parce qu'il dit avoir agi par patriotisme, voilà. C'est un héros national. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Il a ramené le trésor national dans son pays. Lui, il pense, alors c'est aussi la culture de beaucoup d'hommes politiques à l'époque, on pense que Napoléon aurait volé le monument durant les campagnes d'Italie. Bon, après plusieurs mois et une tournée d'adieu en Italie, janvier 1914, le monument revient en France, effectivement. Lui, en fait, il habitait à quelques centaines de mètres du musée, dans le 10e arrondissement de Paris. Et il l'a caché sous son lit. Oui, alors sous son lit, dans un débarras, dans une valise qui prenait la poussière, et on s'imaginait pas, effectivement, que ce soit un simple ouvrier qui aurait pu voler. Et donc, grâce à ce vol, eh bien, devient célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, au-delà des tableaux, celle qui est célèbre aussi, c'est cette magnifique pyramide de verre, qui elle est plus récente. Hein. Oui, 1989, alors la pyramide de la discorde, hein. Il faut savoir que Mitterrand, quand il devient président en 1980, il veut mettre un peu de modernité dans son premier septennat. Il appelle Jack Lang, son ministre de la Culture, et pourquoi pas faire un peu faire de la cour de Napoléon quelque chose comme c'était le cas au XVe siècle de grandiose. Il fait appel de Khéops. Oui, voilà, on s'inspire de Khéops. Alors, c'est l'architecte sino-américain Meipei qui, lui, va effectivement s'inspirer. Alors, au départ, il passe devant la commission des monuments, c'est refusé, ça passe mal, des pétitions dans la rue, des manifestations. Il propose effectivement ces 673 plaques, 21 mètres de haut. Au départ, ça ne passe pas, un peu comme la Tour Eiffel. Mitterrand-Ramsès ou Tonton Canon. Oui, bah oui, le surnom Tonton, ça ne passait pas. Et 1989, au mois de mars et le 1er avril, ouverte au public. Et c'est aujourd'hui quand même l'un des monuments les plus prisés, les plus photographiés, avec la Vénus, avec la Joconde. La Joconde, la Vénus de Milo et la pyramide du Louvre. Et 7 millions de visiteurs par an. On est quand même bien doté. 30 000 œuvres exposées au musée du Louvre, avec cette histoire incroyable que vous venez de nous raconter. Merci beaucoup, Brandon. On vous retrouve lundi prochain sans faute. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT. Excellente soirée. À demain.